C'est vrai. C'est 100% féminin ce matin dans le petit déjeuner de l'actu avec Merci vous Patrick Roger, bien sûr, bien sûr. Mais vous comptez pour du beurre entre les filles, c'est normal. 8h47. Merci d'être avec vous avec des sujets ce matin, la GPA, les chants homophobes. Et je crois qu'elles ont des choses à dire. Arlette Chabot avec nous ce matin, Elisabeth Lévy et Virginie Martin sont avec nous. Jusqu'à 9h15 et vous n'hésitez pas donc à prendre la parole, à nous appeler au 0826 300 300. Vous aussi, vous pouvez dialoguer. Ça commence à appeler d'ailleurs 0826 300 300. Alors, il y a quand même un sentiment de confusion là sur ces deux sujets, PMA, GPA et puis propos homophobes dans les stades, puisque l'un dit d'une couleur et l'autre après se contredit. Sur Didier Deschamps par exemple vient de dire que il soutenait Noël Le Graët qui lui est contre la ministre, c'est-à-dire qu'il faut pas interrompre les matchs en permanence alors que la ministre elle est ferme. Sur la PMA et GPA, au moment où on apprend qu'il y a une circulaire, on dit oui non mais on va régler la situation pour quelques enfants qui sont là, mais pas question d'ouvrir la GPA par la suite. Mais c'est un peu c'est pas, il n'y a pas de la confusion là. Sont pas, me semble-t-il, les mêmes dossiers et probablement ils ne mettent pas en jeu les mêmes personnes. Donc je sais pas si on peut vraiment faire ce rapprochement audacieux néanmoins, cher Patrick. Mais je sais pas si on peut faire le rapprochement. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Vous voulez commencer par quoi en fait? Peut-être par la GPA alors. Là-dessus effectivement, si vous voulez, ça ressemble à un acte manqué. Ça ressemble à un acte manqué parce que il tambourine depuis des semaines. Bien sûr, on fera pas la GPA, on fera pas la GPA. Alors tout le monde a compris la distinction entre autoriser la GPA et donner la filiation aux enfants issus de GPA à l'étranger. Il n'empêche que c'est un pas de plus, et que tout le monde sait très bien qu'à l'arrivée, ce sera extrêmement compliqué de toute façon de l'interdire sur la base de l'argument de l'égalité. Il n'empêche que la coïncidence, effectivement, ressemble à un aveu un aveu involontaire, et que c'est fâcheux pour le gouvernement qui comptait faire passer ce débat comme une lettre à la poste. Virginie Martin. Moi, je crois que je fais peut-être écho à ce que disait Arlette plus tôt dans la matinée, mais je pense que ça fait aussi quand même, c'est assez classique, c'est un peu signé par ce gouvernement qui ne veut quand même pas prendre de risques quand les sujets sociétaux comme ça arrivent et vont cliver. Finalement, le gouvernement fait un tout petit peu attention. Alors là, on a une ministre des Sports qui là a été beaucoup plus carrée sur les chants homophobes, mais notamment pour revenir sur la GPA-PMA, on sent aussi que là, ça clive, et dès que ça clive, le gouvernement a quand même envie plutôt de reculer, de rétro-pédaler, si je puis dire. C'est un peu ce gouvernement qui a, et puis peut-être ce qu'a initié Emmanuel Macron depuis le début, c'est cette histoire de en même temps. C'est-à-dire, on essaye de séduire le plus grand monde, on essaye de séduire la gauche, puis maintenant on essaye de séduire la droite. Donc forcément que sur ces sujets sociétaux, on essaye d'être assez policé par rapport à un électorat de droite un peu plus conservateur sur ces sujets. Donc c'est assez classique, mais c'est la même chose sur les retraites. C'est une méthode, Oui, mais je comprends pas en quoi il essaye, juste pour demander une précision à Virginie. Non, c'est pas tout à fait du rétro-pédalage. Non, mais juste en quoi il essaye de séduire la droite, puisque de toute façon, non seulement il fait passer la loi sur la PMA, mais au même moment, il y a la circulaire. Donc je n'ai pas le sentiment, pour le coup, qu'il essaye tellement de séduire les adversaires de la PMA. Ils n'y vont pas franchement, c'est comme sur les questions de laïcité, c'est un gouvernement là-dessus qui n'y va pas franchement. Voilà, c'est un peu ça. On sait très bien, comme disait Elisabeth tout à l'heure, que de toute façon... il y a tellement de pays aujourd'hui, sur la GPA, sur la PMA, il y a tellement de pays de toute façon qui l'autorisent, à la fois pour les femmes célibataires, pour les couples de lesbiennes, et sur la GPA, il y a quand même le Royaume-Uni, le Portugal, la Grèce, me semble-t-il, qui les autorisent. Donc aujourd'hui, de toute façon, et dans 10 ans, je pense que il y aura plus de sujet en fait. Ça c'est quand même un problème de dire qu'il y aura plus de sujet sur un sujet aussi quand même fondamental que la question de la filiation, les structures de la parenté. C'est au nom de l'égalité. Au nom de l'égalité, il y a un moment où la question se posera. Je le crains. Je le crains qu'on le fasse, mais en même temps, ça n'empêche pas tout de même. Je dis pas que c'est votre cas, Virginie, mais en même temps, moi, j'ai le sentiment qu'avec cet argument que j'ai moi-même avancé, j'en conviens, parce que il est massif. On empêche tout débat, c'est-à-dire qu'on nous dise, en somme, tout ça, et de toute façon, c'est déjà fait, ça se fait ailleurs, et donc.
ce serait la seule logique. Mais la France ne fait pas toutes les choses qu'il faut ailleurs. Ce qui est assez étonnant, Arlette Chabot, c'est que au moment où donc il y a ce débat et que on a compris que Emmanuel Macron, d'une façon générale, voulait de la concertation et calmer les choses en cette rentrée, le même jour, il y a l'annonce de cette circulaire. Vous pensez que c'est une volonté de torpiller quelque part? Non, je pense que la majorité est très tiraillée sur ces sujets. Bon, on l'a dit, effectivement, il y a des gens très différents là, au sein de la République En Marche. Emmanuel Macron a été élu sur la promesse d'étendre effectivement la procréation médicalement assistée et aussi de régler le problème de ces enfants nés par GPA à l'étranger. Donc tout ça doit se concilier. Il y a en plus la Cour de cassation qui va rendre un jugement. Donc, et je pense que dans le cadre de la discussion du projet de loi bioéthique et donc sur la PMA, bien entendu, il y a des membres de la majorité des élus qui vont pousser un peu justement sur ce sujet de filiation pour les enfants nés par GPA. Donc du coup, on ne sait pas très bien comment ce genre d'histoire sort. Il y a un truc assez mystérieux. Hop, ça sort, c'est confirmé, et puis finalement c'est démenti. Donc on sent encore une fois, la majorité très tiraillée. La circulaire, elle va arriver. Confirmée. Ça, elle est confirmée. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura exactement dedans ? Là, il y a un point d'interrogation. Alors, est-ce qu'hier, Nicole Belloubet, en disant « Non, rien ne changera, il y aura toujours une procédure d'adoption », est-ce qu'elle est revenue un tout petit peu en arrière parce qu'elle a bien senti qu'effectivement le débat partait très très vite et que c'était l'incendie dans la plaine ? Ou bien est-ce qu'effectivement tout ça, depuis le début, est très clair et très net ? On est encore dans le flou. Mais il y a vraiment aujourd'hui, c'est vrai, sur beaucoup de sujets et des sujets fondamentaux, du flou. Alors, je ne vais pas vous refaire le coup de la grand-mère de Martine Aubry, mais quand même, c'est pas clair. Elisabeth Lévy et ensuite Virginie. Sur le fond, je pense pas qu'on ait le temps vraiment de faire le débat sur le fond, mais je voulais quand même dire une chose, c'est que sur cette affaire de GPA, malgré tout, on nous raconte un peu une craque quand on nous dit ces enfants n'ont pas de statut. Alors, ils ont peut-être pas le statut ceux qui sont nés, qui existent déjà, qui sont nés par gestation pour autrui. Prenons un enfant né aux États-Unis par GPA, dont la plupart des cas, le père qui va l'élever, son père est l'un des deux hommes qui va l'élever. En général, quand deux hommes vont faire une GPA, c'est biologiquement, c'est l'un des deux hommes qui est le père. Donc, elle a un père, l'enfant a un père, et selon la loi américaine, par exemple, il a une mère qui est la mère porteuse. En fait, celle qui accouche. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'ils veulent, mais quand on nous dit comme si c'était des enfants qui avaient zéro identité, qu'ils n'ont pas de statut, c'est faux. Ils ont un statut qui ne convient pas aux couples d'hommes qui veulent être reconnus comme deux pères. Ce qui pose peut-être un autre type de problème, mais qui est effectivement dans la loi du mariage pour tous, si je ne m'abuse, puisqu'on ouvre l'adoption. Mais ne disons pas, si vous voulez, que tous ceux qui discutent cette circulaire sont des salauds qui voudraient que des enfants n'aient même pas d'existence légale. Ça n'est quand même pas tout à fait ça. Il y a aussi des parents hétérosexuels, puisque le problème est posé aussi par des parents qui, depuis des années, réclament. Mais c'est un couple, effectivement, hétérosexuel. C'est pas un couple homosexuel qui pose vraiment la question. Du cas mais d'accord, mais je veux dire, après, effectivement, il y a un problème de filiation. Bon, et le deuxième parent, quel qu'il soit, que ce soit effectivement une femme ou un homme, c'est quand même compliqué. Il y a la procédure d'adoption ensuite pour régler la situation des gamins. Virginie Martin, un mot sur le fond justement du dossier. Après, moi je trouve qu'il faut poser aussi les questions à plus 10 ans, plus 20 ans. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui a eu pas mal de succès, qui s'appelle en français La Servante écarlate, où il y a donc des femmes qui sont devenues infertiles parce qu'il y a trop de pollution notamment. Et finalement, cette infertilité croissante que l'on constate ici et maintenant, attention, c'est pas juste dans ce film. Du coup, elles esclavagisent, si je puis dire, des jeunes femmes encore, elles, fertiles, pour les engrosser, entre guillemets. Mais n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Donc là, tout d'un coup, on a tout un système d'esclavage pour finalement faire des grossesses sur des très très jeunes femmes qui sont, elles, encore fertiles. Et c'est comme ça que c'est absolument atroce. Le film est très très dur, la série est très très dure. Donc on voit bien qu'on est aussi un petit peu aux confins, où qu'on commence à toucher les histoires de post-humanisme, de transhumanisme. Il est question, et Caroline Mécari, l'avocate qui travaille beaucoup sur ces questions de PMA-GPA, on parle très clairement, quand elle parle, et moi j'en parlais dans un de mes bouquins précédemment, quand elle parle aussi d'utérus artificiel. Qu'est-ce qu'on fait finalement aujourd'hui ? Est-ce que tout cela concernera encore
pour longtemps le corps des femmes au sens strict, vous voyez ? Parce que sinon, effectivement, est-ce que si on va jusqu'à la servante écarlate où il y a un système d'esclavagisme lié aux grossesses, ben finalement, est-ce qu'un utérus artificiel ne peut pas déplacer... On quitte l'humanité. Mais au moins, je vais jusqu'au bout. Au moins, ça déplace complètement et ça ferme le sujet sur la marchandisation des corps et l'esclavagisme. Mais alors, pardonnez-moi, vous échangez la marchandisation contre la technicisation. Oui, c'est ça. Ce à quoi on assiste déjà, pardonnez-moi. C'est une question qui se pose aujourd'hui. Oui, mais pardonnez-moi, je vais vous répondre. Donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, je tiens cet exemple du livre de Marc-Olivier Fogiel. Il cite un couple de femmes qui ont dépassé en quelque sorte l'âge de la procréation et qui ne sont pas, pour je ne sais plus pour quelle raison, éligibles à l'adoption. Elles ont donc recours à un donneur, une donneuse et une mère porteuse. C'est-à-dire que elles font un enfant sur la seule base de leur désir, qui n'a strictement où elles redemandent pour confectionner cet enfant. Excusez-moi, mais il s'agit vraiment de fabrication. Elles font fabriquer un enfant parce que tel est leur désir. Eh bien moi, donc ça c'est la PMA, c'est pas la GPA. Je pense que cette question que personne ne pose en réalité, comme s'il était tout à fait normal, si vous voulez, de techniciser la procréation me paraît quand même assez vertigineuse. Parce que, au départ, effectivement, quand il manque un des 3 éléments, si vous voulez, la médecine, supplée, alors bon. Mais quand il manque les 3, ou 2 des 3, je veux dire, ça devient quand même extrêmement bizarre. C'est vraiment, on fait faire un enfant pour soi, quoi. Allez, on va continuer la discussion, le petit déjeuner de l'actualité dans un instant. Virginie Martin, Elisabeth Lévy, Arlette Chabot, et vos appels. On va vous prendre dans un instant sur tous les sujets sur lesquels vous voulez réagir. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 10h, 8h58. Il est 9h04, c'est le retour du petit déjeuner de l'actu avec Elisabeth Lévy ce matin, Arlette Chabot et Virginie Martin. Vous avez une actualité qui vous fait réagir, 0826 300 300, on a déjà des gens au standard. Oui, c'est Guy du Gers qui nous appelle et qui voulait réagir sur ce que vous avez dit à l'instant autour de GPA et PMA. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour, Sud Radio. Oui. Enchanté d'être avec vous encore ce matin sous le beau soleil du Gers. Merci de votre accent magnifique. Voilà, c'est pas d'accent, c'est vous qui avez un accent. Mais oui, bien sûr, mais vous avez raison. On en fera peut-être un débat. Il ne faudrait pas renverser les rôles. Bon, je voulais intervenir parce que dans tous ces débats, on ne donne jamais la parole aux jeunes qui sont concernés par pas de parents. Moi, je suis orphelin de mère à l'âge de 2 ans, donc j'ai pas connu ma mère. Et toute la vie, j'étais malheureux de ne pas avoir de maman. Et de voir à l'école, quand j'étais petit, la maman qui allait chercher les copains, et toi, t'as pas de maman, et ceci et cela. Donc, ce sont des gens, ils veulent se faire plaisir, et on pense jamais aux enfants. Alors moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on inscrive dans la loi qu'un enfant, à l'âge de 18 ans, qui a été marchandisé, mais qui puisse attaquer ses parents et dire, voilà, vous avez voulu jouer avec moi, mais maintenant, on va jouer au tribunal, et je vais vous faire condamner. Parce qu'on ne joue pas avec les enfants, c'est tout. Alors c'est une question extrêmement délicate que vous posez, hein. Guy. C'est sûr qu'il faut d'abord, avant tout, penser aux enfants, bien sûr, leur équilibre, est-ce qu'ils peuvent l'avoir? Non mais ça c'est vrai. D'ailleurs, à tel point que dans la loi de bioéthique, il y a, on s'est penché sur l'idée de pouvoir éventuellement connaître l'identité de son père à 18 ans. Ça sert à rien, parce que on a manqué de quelqu'un. Et mettez-vous à la place du gosse à 6 ans, et les mamans viennent chercher les enfants, et le gamin vient, et toi ta maman, mais c'est celle qui a les moustaches là-bas, ça va faire bien. Il va être content le gamin. Enfin, il y a aussi des pères qui vont chercher leurs enfants, savez-vous. Oui, en fait, quand ils verront que les pères et jamais la mère, ça pose question. Non mais c'est vrai, c'est une question qui reste quand même fondamentale, quoi, qu'on en dise, quoi, un père, une mère ou pas, ou alors évidemment, on dit toujours oui, il vaut mieux avoir 2 parents qui s'entendent bien plutôt qu'un autre, un couple où ils s'entendent pas bien et puis ils maltraitent leurs enfants, mais il me semble, pardon, si je peux dire un mot, il me semble qu'il faut là-dedans distinguer, alors je dis ça avec un peu d'humour, il faut distinguer l'élevage et la fabrication, si vous voulez. La filiation, je pense que mentir aux enfants instaurer un mensonge comme quoi un enfant aurait 2 pères ou 2 mères, me semble être d'une légèreté terrible. C'est vrai. En revanche,
Si vous voulez, la vie, c'est la vie. Il y a des tas d'homosexuels qui ont eu des enfants avec des femmes et qui les élèvent ensuite avec leurs compagnons. On élève les enfants comme on peut. Probablement, des homosexuels peuvent être d'aussi mauvais parents que des hétérosexuels. Ouais. Et pour le reste, ils vont les chercher au boom et au commissariat quand il faut. Paradoxalement, je pense pas que sur l'éducation, si vous voulez. Oui, mais sur l'équilibre d'un enfant, peut-être quand même. En tous les cas, non, mais la question il sait de quoi il parle. La question de sans père ou sans mère, de toute façon, effectivement, doit être posée. Elle ne doit pas être éludée. Et paradoxalement, la GPA qui choque beaucoup, parce qu'effectivement, marchandisation et tous ces problèmes. Du corps, il y a souvent un lien, bizarrement, entre la mère porteuse et les parents, que ce soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, un couple d'hommes. Il y a des liens qui se créent. Pendant toute la grossesse, la femme existe. La femme existe. Et donc, pour beaucoup, et alors c'est vrai, il n'y a pas que l'exemple de Fogiel qu'on cite tout le temps, mais c'est vrai que c'est toujours le cas pendant la grossesse. Il y a beaucoup de contacts, évidemment. Forcément. Et puis après, les enfants regardent, il y a un contact qui demeure avec la mère porteuse. Ouais, mais enfin bon, donc quand elle est dans la PMA, Arlette, alors que dans la PMA, c'est un tube à essai. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors que paradoxalement, dans la PMA, on a ce problème, effectivement, de l'anonymat, guillemets, et donc de l'absence, effectivement. Virginie Martin, dans un cas, vous avez un être humain, dans un autre, vous avez voilà. Virginie. C'est difficile. Enfin, monsieur a entièrement raison. Il y a les conditions de la naissance, c'est toujours quelque chose de très compliqué et ça remonte toujours à la surface, que ce soit à 4 ans, à 10 ans, à 25, à 50. Ça n'en finit jamais. Donc ça, c'est important. Il pose une vraie question. J'allais dire, on est aussi à l'époque dans laquelle nous sommes. Voilà, il y a eu aussi... de toute façon... Je pense que ça va certainement faire travailler correctement les psys, de plus en plus. Certainement. Non, mais ça, c'est vrai. Ça me paraît assez inéluctable. Maintenant... Évidemment, ce que je vais dire est un peu tarte à la crème, mais il faut quand même le rappeler. C'est pas parce qu'on est issu d'une famille, entre guillemets, hétérosexuelle, classique, avec un père et une mère qui vont rester à vie tout leur mariage, et ensemble, non, mais pas forcément. Tout va bien se passer. On est d'accord. Non, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de garantie. Même s'ils restent pas ensemble, vous savez toujours que vous avez votre père comme référence et votre mère comme référence. Ça, c'est important d'avoir. Non, mais Guy, il sait de quoi il parle. C'est bien d'avoir aussi un père ou une mère de référence, quoi. Il peut y avoir. Quand vous l'avez pas, est-ce qu'il n'y a pas un manque ? Ce que je voulais dire, c'est bien sûr les pères et les mères de référence, je comprends bien, puisque j'ai parlé de la naissance et des conditions de la naissance, bien entendu. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir... c'est au sein des familles se passent des choses souvent très belles et souvent atroces aussi. Vous voyez ? Donc, je pense juste un mot là-dessus, Guy. Un mot là-dessus. En plus, pour aller dans le sens de Guy, il y a en plus une différence. Dans le cas de Guy, il a une mère, il a une mère qui est morte. Dans beaucoup de cas d'enfants nés de PMA, non, ça, lui, il a été orphelin. C'est ça. Il est toujours là. Il va vous répondre par rapport à ce qu'il a entendu. Guy, vous êtes avec nous toujours. Dans le cas de la PMA, il n'y a pas de mère ou pas. Dans le cas de la GPA, souvent, ou dans le cas de la PMA, il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père ni même de référence. On n'en parle pas. Guy, pour conclure. Oui, pour conclure, parce que les enfants de parents divorcés, mais ils vont voir maman, ils vont voir papa. Moi, je me rappelle, j'allais en colonie de vacances. Les parents venaient voir les enfants. Et moi, mon père venait. Et il n'y avait pas ma mère. Et bien, j'étais malheureux. Vous savez, il y a une chanson, je ne sais pas de qui regarde passer les avions et qui voit sa mère là-haut. Vous savez, qui c'est qui chante ça, là? Un chanteur. Comme un avion. Non, c'est pas comme un avion sans aile. C'était pas celui-ci. Oui, si, c'est ça. Charles-Élie Couture. Non, un jeune chanteur. Un jeune chanteur. Ah oui. Moi, je suis un peu dépassé. Je suis un peu dépassé. Il voit passer les avions. Il pense qu'il y a maman qui est dedans, vous voyez. Un gosse comme moi qui n'a jamais eu de maman, l'affection d'une mère, c'est irremplaçable. Alors on peut dire ce qu'on veut, qu'il y a des couples hétérosexuels où les gosses sont malheureux et tout, mais les gens, ils parlent de ceux qui ne savent pas. Les gens qui ont eu des parents, ils parlent, alors que ça ne peut pas s'expliquer, le manque d'une maman, surtout d'une maman. Oui, ça c'est vrai. Merci Guy de votre appel. Juste un petit mot. Arlette Chabot veut vous dire un mot. Il y a un problème dont on a beaucoup parlé, c'est l'accouchement sous X. Évidemment que ça aussi, il y a une recherche. Parce que on parle de PMA, de GPA, c'est de la technique, c'est de la médecine moderne, mais
depuis des dizaines d'années, il y a l'abandon par les mères, l'accouchement sous X, c'est la recherche toute sa vie d'un gamin qui cherche sa mère. Et ça, c'est effectivement aussi l'anonymat sur ce sujet a posé un problème. Dans notre petit déjeuner de l'actualité, il nous reste quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on aborde cette autre polémique autour des propos homophobes dans les stades. On a donc Noël Le Graët a dit hier clairement, on va pas arrêter tous les matchs. Il fait un distinguo entre quand même le racisme d'un côté, oui là on peut arrêter et sévir, et puis les banderoles avec des noms très fleuris. Quel est votre sentiment Non, moi franchement ces propos me semblent absolument odieux. Cette hiérarchisation des discriminations, je ne la comprends absolument pas, ni de près ni de loin. Donc voilà, non. Je trouvais par exemple courageux Antoine Griezmann quand il avait fait la couverture de Tétu en disant justement je m'affiche en tant qu'hétérosexuel et grand joueur de foot par ailleurs évidemment en une de Tétu. Et l'interview à l'intérieur était très intéressante, c'était symboliquement très fort. Il disait il faut vraiment combattre 3 choses dans le foot: le racisme, l'homophobie et le sexisme. Ce trio, cette trinité des discriminations est toujours de toute façon imbriquée en même temps. Imbriqués en même temps. Sociologiquement, il y a toujours. Quand il y a homophobie, il y a sexisme. Quand il y a sexisme, il y a racisme. Quand il y a racisme, il y a homophobie. Donc il ne faut jamais enlever. Ce sont souvent les victimes du racisme qui sont coupables d'homophobie. Je vais finir la phrase. Il faut jamais enlever un pan, si je puis dire, de la compréhension des discriminations et ne jamais les hiérarchiser. Et c'est très très grave. Donc je suis contente que des Griezmann deviennent des footeux sociologues, si je puis dire, parce que lui a très bien compris que sexisme, racisme et homophobie sont finalement les 3 mamelles des discriminations, notamment dans le foot. Je crois pas. Alors là, je suis en total désaccord avec ça. Je crois pas du tout. Je crois qu'au contraire, le jugement humain consiste à faire des discriminations, à hiérarchiser les problèmes. Or, à l'évidence, si vous voulez, il y a une partie des propos que l'on juge homophobes qui ne le sont pas. Alors maintenant, il faut dire les choses. Je vais donner 2 exemples. Quand des gens disent Marseillais sale PD, c'est homophobe. Je ne crois pas d'ailleurs, après la question de faut-il suspendre ou pas ou comment sanctionner, ça je me sens pas vraiment qualifié pour établir les sanctions, ça c'est homophobe. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le grand folklore des stades, ce n'est pas ça. Le grand folklore des stades, c'est X, Y ou Z, on t'encule. Ça, il faut vraiment ne jamais avoir mis les pieds dans ce genre d'endroit pour dire que c'est homophobe. Dans ce genre d'endroit, parce que c'est un peu partout dans la société. Mais est-ce qu'on peut le tolérer aujourd'hui ? Au contraire, il y a une sorte d'humour. Il y a une sorte d'humour des stades. Je crois, moi, qu'il faut effectivement prendre des sanctions. Par exemple, s'il y avait des cris de singe qui sont épouvantable et vraiment déshonorant. Je pense à vraiment, il faut réagir très très fort. Après, les sanctions doivent être, il doit y avoir une gradation. J'ai donné 2 exemples. Dans un cas, je crois qu'il ne faut pas de sanctions parce que le risque, si vous voulez, le risque, c'est qu'au nom du bannissement des discriminations, qui bien sûr doit être mené, doit être une bonne cause, au nom de cela, on va aseptiser tout, refuser l'humour, refuser le second degré. L'humour, c'est toujours un peu limite. Ah bah bien sûr. Écoutez, quand on écoute les humoristes ici Tariq, ou ailleurs, franchement, ils sont toujours un peu à la sûr. limite. Or, les supporters, c'est ça. Il y a un esprit supporter. Moi, il me fait rire, il fait pas rire tout le monde. Je trouve que cette espèce de moraline partout, et j'ajoute juste un mot qui m'a choqué beaucoup. La ministre des Sports a dit « Ces chants ne sont pas homophobes ». Mais il faut faire attention, on est responsable de ce que les gens comprennent. Alors à ce compte-là, les gens de Charlie étaient responsables de ce qui leur est arrivé. Si on est responsable de ce que les gens comprennent, il faut interdire le second degré, parce que plein de gens ne comprennent pas le second degré. C'est du premier degré, quand même. Là, je vous assure, en tant que Marseillaise que je suis, et étant allée au stade Vélodrome pendant une dizaine d'années, si ce n'est plus, et depuis ma plus tendre enfance, vous étiez pas née. Je peux vous dire que c'est très souvent premier degré. Paris encule, ça veut dire quoi au premier degré? Mais parce qu'après les discussions... Paris, c'est quoi? C'est un homme, une femme, c'est quoi? Les discussions post-match, et qui ne sont plus là dans le virage nord ou sud, de toute façon continuent bon train sur le sexisme, l'homophobie et le racisme. On entend très couramment dans les bars aux alentours des stades, il n'y a plus que des noirs dans ces équipes, tous des PD,
les nanas, etc., c'est des putes. Mais là, vous parlez de ce qu'on entend dans les bars. Mais arrêtons. Non, mais il y a quelque chose. Non, il y a un moment donné où les pouvoirs publics doivent dire stop. On est aussi garant. C'est pas aseptiser, c'est pas moraliser, c'est respecter les gens. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, vous assimilez tous les supporters à des propos de bar, et par ailleurs, vous n'envisagez même pas que un certain nombre de ces propos soient effectivement du second degré. Quand on dit, excusez-moi, Paris on t'encule, je ne vois pas ce que ça voudrait dire au premier degré. Ça ne veut rien dire au premier degré. Ça ne veut dire quelque chose qu'au second degré. De paroles de supporters ne veuillent rien dire, je vous l'accorde. Non, mais ça, au premier degré, ça ne veut strictement rien dire. Elisabeth Lévy, Virginie Martin, Arlette Chabot. Je ne sais pas s'il y a de l'humour, mais on pouvait trouver aussi extrêmement drôle qu'on jette des bananes à des joueurs noirs en disant on les traite de singes. Au début, certains disaient excusez-nous, c'est pas grave, c'est de l'humour. Elle a entièrement raison. Franchement, non, les traités de singes, faut pas se formaliser. Quand c'est arrivé jusqu'à Christiane Taubira, on a trouvé que c'était moins sympa. Exactement. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut mettre des limites. Après, moi non plus, j'ai pas de compétences. Est-ce qu'il faut arrêter les matchs une fois, 2 fois, 3 fois, 5 minutes, 10 minutes, le temps que les supporters reprennent leur esprit, quand effectivement les Lillois, je crois, ont traité les Stéphanois de PD, on a arrêté le match pendant 8 minutes. Et on le disait, parce qu'ils ont un repreneur qui fabrique des vélos. D'accord, super, génial. Bon, moi je trouve effectivement il n'y a pas de second degré, il y a du premier degré. Il faut mettre les limites. Après, quelle est la bonne mesure? Suspendre le match, arrêter le match? Non, le suspendre un peu, expliquer aux gens qu'on dit pas n'importe quoi. Évidemment, et c'est pas pour moi le bon supporter dans d'autres sports. On le voit, je vais citer Nadine Morano, tiens voilà, qui cite les basketteurs, le handball, il y a même le rugby, on crie pas forcément ce genre de choses. Dans le rugby, parfois, j'ai entendu des expressions. Mais non, mais là, je rejoins Arlette là-dessus. Je trouve que tous les sports, il y a le foot, il y a un problème. Sur 90% des sports, il n'y a pas ce type de problème. Peut-être pourquoi le foot. Il y a une question de foot. C'est un des sports les plus populaires, c'est un sport où vaut tout le monde. On éduque les gens, pas seulement les gens distingués. Mais là, ils entendent. Attendez, vous entendez plus là. Pardon, quand vous leur dites quand vous dites on éduque les gens, vous savez ce qu'ils entendent on veut nous rééduquer. C'est-à-dire souvent ce sont plutôt pas des gens très favorisés économiquement, pas tous en tous les cas. Et oui, il y a quelque chose d'un défouloir. Le sexisme et l'homophobie ne sont pas avec votre sainte trilogie. Excusez-moi, ne sont pas cantonnés aux quartiers difficiles comme vous êtes en train de sous-entendre. Je ne parle pas de ça, je parle des. Ah si, vous dites. Non, vous n'avez rien compris à ce que j'avais dit, donc si ça vous ennuie pas, vous allez cesser de me calomnier en disant ce que j'ai dit. Je parlais des tribunes. Alors si ça vous ennuie pas, il n'y a plus de calomnie apparemment, puisque Paris on t'encule, c'est même pas une calomnie. Donc non, Paris on t'encule. Excusez-moi, non, ça calomnie qui? C'est de l'humour. Mais ça calomnie qui? Ça insulte qui? Elisabeth, Virginie et Arlette. Juste les banderoles, c'est préparé, c'est pas spontané. Quand on arrive avec des banderoles, les banderoles, elles sont souvent drôles, non? Et les chants sont appris avant aussi. Oui. Non mais dans les banderoles, il y a des choses effectivement drôles, il y a des choses très très dures parfois aussi, mais pas forcément que dans de l'homophobie d'ailleurs. Celle que j'ai citée sur les ch'tis, si vous la prenez au premier degré, parce que les gens jouent avec les stéréotypes, effectivement, elle est horrible. Mais de vous arrêter. Voilà. Non, alors pour conclure, alors sur les solutions, c'est difficile. En revanche, il est probable que les matchs ne seront plus interrompus de la même manière, en tout cas pour les propos homophobes, parce que c'est vrai, comme l'a dit Emmanuel Macron, là, pour le coup, il avait le bon sens. Il dit votre équipe perd à 5 minutes de la fin, vous balancez en fait des insultes. Non, c'est trop facile de dire ça. Non, mais c'est ce qui peut se produire. C'est encore un macronisme. Mais non, mais c'est malheureusement ce qui peut se produire. Donc il faut organiser les choses en amont, dans les tribunes. Je permets d'arrêter un match. Je vous demande de vous arrêter. PD, je t'encule, c'est pas grave. D'accord. Voilà. J'espère que les enfants ne nous entendent pas. En tout cas, ce sera peut-être l'objet d'un autre issu de la GPA ou de la PMA. Merci Virginie Martin, merci Arlette Chabot, merci Elisabeth Lévy.